Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart tous les jours, du lundi au vendredi. C'est en direct, évidemment. Analyse, débat et expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle des ingénieurs. Un métier qui ne connaissait pas la crise, mais touché lui aussi, impacté par la révolution numérique. On en parlera avec le directeur général du groupe OSI. Il recrute des ingénieurs. Smart et réglo, le droit à la formation, c'est un droit bien sûr, mais c'est aussi une obligation pour l'entreprise. On en parlera avec un avocat dans quelques instants. Fanny Griesmer et sa pause café, l'incontournable pause café. Est-ce qu'elle va vendre du rêve aujourd'hui? Elle nous parle de la journée de 5 heures. Possible ou pas? Elle nous en parlera dans quelques instants. Puis dans le cercle Aigrache, un grand entretien avec la directrice talent et engagement du groupe Nestlé qui a été touchée par une campagne de presse à travers des documents internes qui montraient bien la mauvaise qualité nutritionnelle de ces aliments. On parlera de la marque employeur du groupe Nestlé qui se transforme et on fera le point évidemment avec cette responsable de ce leader mondial. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, 1000 formats, des conférences pour booster vos projets entrepreneuriaux. On en parlera à la fin de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son métier d'ingénieur. Tiens, c'est intéressant parce qu'on va en parler avec Jérôme Gontard. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'OSI. Qui est un groupe mondial dont le siège est en France, entreprise française, 7000 salariés dans le monde. C'est ça, 7000 salariés dans le monde, un petit peu moins de la moitié, 3000 en France et 4000 essentiellement en Europe et une petite partie en Inde aussi. C'est du conseil, principalement du conseil, et vous recrutez des ingénieurs, principalement. C'est du conseil en technologie et on recrute des ingénieurs et je dirais que des ingénieurs. Alors, tous les ans, le groupe OSI fait une étude, et alors, on vous invite aujourd'hui parce que cette étude, elle est intéressante. C'est vrai que quand on était ingénieur, on sortait de son école il y a une trentaine d'années, même il y a une vingtaine d'années, on se disait, bon, bah, la carrière est assurée, je vais être ingénieur. Ingénieur, c'était le titre, le poste. C'est moins vrai aujourd'hui. Pourquoi ça se transforme, ce métier? Alors, la carrière est toujours assurée parce que ça reste un métier pénurique. Donc, pas trop de problèmes là-dessus. Mais effectivement, ça se transforme parce que les ingénieurs, être un excellent, un expert ou un excellent technicien, aujourd'hui ne suffit plus. Il faut savoir travailler en équipe, il faut savoir travailler en mode projet, il faut savoir communiquer avec son entourage, son écosystème, et aussi dans des langues étrangères et notamment en anglais. Donc, vous nous dites en creux, les ingénieurs, il faut vraiment qu'ils maîtrisent une ou deux langues parce qu'ils vont voyager, ils vont devoir parler à... Et puis vous nous dites autre chose qui est un peu amusant parce que ça a même été des sketchs sur des chaînes grand public, ingénieurs informatiques, des gens qui sont un peu repliés sur eux-mêmes, qui communiquent peu, qui sont souvent devant leur écran d'ordinateur avec beaucoup de puissance intellectuelle, mais peu de soft skills finalement. C'est ça, et d'ailleurs on le voit dans cette étude, aujourd'hui un ingénieur sur deux souhaite avoir une double formation sur des soft skills. Les hard skills, c'est bon, ils les ont d'ailleurs depuis tout petit. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Le management? C'est la communication en un. Et le management pour être capable aussi de gérer des projets, les projets étant de plus en plus multisites, transverses. Ils ont besoin, effectivement, ils recherchent d'avoir des compétences pour pouvoir gérer ces projets. Un chiffre intéressant, 91% des ingénieurs, c'est tiré de votre étude, prennent leur avenir en main et se forment aux nouvelles technologies. Alors on se dit c'est paradoxal parce que les ingénieurs c'est quand même censé être la pointe de tout. Et pourtant ils souhaitent. C'est quoi ces nouvelles technologies? Qu'est-ce qui leur manque? Mais en fait, ce sont des nouvelles technologies qui vont très vite. Donc je prends quelques exemples, mais c'est l'intelligence artificielle, c'est le machine learning, c'est le big data, c'est le cloud, c'est la cybersécurité. En fait, tous ces sujets, il y a 10 ans, n'existaient quasiment pas, et aujourd'hui sont religion en fait dans le monde de l'ingénieur, et donc ils se doivent de s'adapter, d'apprendre, parce que ce sont des technologies qui vont extrêmement vite. Alors je leur dis, OSI recrute des ingénieurs, vous recrutez, vos services DRH recrutent des ingénieurs toute l'année. C'est intéressant, c'est que le Covid a eu un impact. 97% d'entre eux disent nous, on plébiscite le télétravail. Là, je me tourne vers le DG. Oui. Est-ce que ça vous a posé des problèmes d'organisation, c'est-à-dire de réinventer une organisation en distance? En fait, assez peu, parce qu'on était déjà embarqué dans cette mouvance. On est dans un environnement qui est un environnement
technologique, digitale, avec une population qui est vraiment qui a appris et qui a grandi dans cet environnement. Donc le télétravail, il y a eu un boost. Mais il était déjà là. C'est-à-dire que les bases étaient déjà là. Et oui, on recrute 1000 ingénieurs cette année. 1000 ingénieurs. Rien qu'en France. Rien qu'en France. Voilà. C'est pas vous qui recrutez. Je pense que vous avez le final cut, mais les membres des RH, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils ont ces flux, d'abord de CV évidemment, puis ensuite il faut rentrer dans un bureau ou en visio. Qu'est-ce qui ressort de la sociologie, du sociotype de l'ingénieur ? Aujourd'hui, c'est l'expertise technique, 2, la souplesse, la flexibilité dans son travail au quotidien. Évidemment, le télétravail, 97% des ingénieurs souhaitent télétravailler. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils veulent télétravailler à 100% du temps, mais 40 à 60%. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'un ingénieur sur 2 aujourd'hui refusera une offre d'emploi si l'entreprise ne propose pas le télétravail. Donc pour vous, c'est attirer des talents, c'est aussi d'inclure dans vos propositions, dans la marque employeur, l'idée que, bien sûr, qu'il y aura 2-3 jours de télétravail. Souplesse dans le management, en fait, de son organisation de travail. Il y a un élément dont on parle beaucoup ici sur ce plateau, c'est la quête de sens. Et on le vérifie chez les ingénieurs. On en parlera tout à l'heure dans le grand entretien sur l'agroalimentaire. Il y a la quête de sens, c'est travailler dans des secteurs d'activité, je pense aux transformations écologiques, à l'écologie. Ouais. Vous le ressentez, ça, cette quête de sens ? C'est peut-être le point le plus important aujourd'hui, en tout cas que nous on veut regarder, sur lequel on veut vraiment retenir l'attention. C'est le pourquoi du monde de l'ingénieur. Et aujourd'hui, l'ingénieur se sent un petit peu investi d'une mission, c'est-à-dire que des enjeux transformer le monde. Transformer le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la capacité, les compétences et les clés pour pouvoir trouver des solutions aux enjeux sociétaux, réchauffement climatique, la santé, ça fait 15 mois qu'on est dedans. Si le vaccin il arrive aujourd'hui, c'est que derrière, il y a quand même des ingénieurs qui ont produit des solutions technologiques aux biologistes. Donc ce que vous nous dites, parce que vous recrutez, parce que vous faites du conseil, c'est que le monde se transformera grâce aux ingénieurs. Le monde meilleur, ça sera grâce aux ingénieurs. Assurément. J'en suis vraiment persuadé. Et c'est une réalité. On leur demande à eux aujourd'hui de trouver des solutions. On ne demande à personne d'autre de trouver des solutions techniques. Voilà, donc c'est un beau métier. C'est un métier qui est vraiment en évolution permanente, hard skills et soft skills, comme je le disais. Vous y tenez beaucoup à ça quand même. Ah, oui. Il faut que l'ingénieur soit capable de tenir une réunion, d'être un peu empathique et puis s'engager aussi. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, tout est virtuel, tout est virtualisé, pardon. Et donc, une réunion aujourd'hui, ça se fait en 1 heure avec 3 continents et nos donneurs d'ordre, nos clients sont des grands clients globaux et ils demandent effectivement cette ouverture. Jérôme Gontard, avant de nous quitter, il y a un petit mot, parce que dans cette étude, il est évoqué aussi à la fois la volonté de mobilité géographique, on l'évoquait, elle est finalement intimement liée au télétravail, et puis il y a la question de l'alternance. Oui. C'est un élément sur lequel vous insistez beaucoup, et dont l'étude parle. C'est un très bon levier aussi. Alors, 30% aujourd'hui des ingénieurs qui sont en entreprise sont passés par l'alternance. 59% des ingénieurs qui sont passés par l'alternance souhaitent rentrer dans l'entreprise dans laquelle ils ont grandi. Moi, je recommande l'alternance. C'est une bonne façon de faire ce que j'appelle un départ lancé, de ne pas subir le choc de la nouvelle entreprise et d'apprendre les codes. On est déjà dedans. On connaît les gens et c'est vraiment du gagnant-gagnant. Jérôme Gontard, avant de nous quitter, là au moment où on se parle, on va sur le site, j'imagine, de l'onglet recrutement. Oui. Il y a 1000 postes à pourvoir d'ingénieurs. On a aujourd'hui sur le site à peu près 150 postes ouverts, mais je prends un exemple, un développeur Java, c'est un poste, mais on a 10, 15, 20 postes aujourd'hui à pourvoir sur ce profil-là.
Donc ça, c'est un profil intéressant pour ceux qui connaissent tout ce jargon des ingénieurs informatiques. Et Dieu sait si c'est un jargon un peu complexe. On se sent très vite exclu d'une réunion avec des ingénieurs informatiques. C'est pas facile. Hein. Oui, c'est un métier. C'est un métier. Voilà, je vous vois sourire. C'est un métier. N'oubliez pas les soft skills et la formation à la communication. C'est important de pouvoir transmettre et expliquer. Et l'alternance, on va recruter une centaine d'alternants, d'apprentis cette année. Donc 1000 postes, 150, on vient de l'évoquer, plus les 100 alternants. Donc ça veut dire aller sur le site OSI. Merci d'être venu, Jérôme Gontard, Merci vous êtes à vous. le DG d'OSI. C'est 7000 salariés dans le monde, 3000 sur la France. Puis avec tous les postes à pourvoir, ça sera un peu plus quand vous reviendrez nous voir. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. Tout de suite, Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, et la formation. Tiens, ça concerne un directeur général, évidemment. La formation, c'est une obligation, mais c'est un droit aussi, et une obligation pour l'entreprise. On en parle tout de suite avec un avocat. Smart et Réglo avec Étienne Pujol. Comment allez-vous, Étienne ? Bonjour Arnaud, très bien et vous ? Je vais très très bien. On va parler de choses qui font un peu écho à tous ces recrutements d'ingénieurs, parce que dans le package, il y a le télétravail, il y a un certain nombre de choses qui sont négociées. Et puis j'imagine que la DRH, on vient de l'évoquer, évoque aussi un programme de formation pour les maintenir à très bon niveau. Merci Étienne. Je rappelle que vous êtes avocat en droit social. Je ne vous présente même plus tellement vous êtes un habitué de l'émission. Cabinet Berry-Law. Commençons par l'obligation de formation des employeurs. On dit bien obligation, c'est une obligation. C'est une obligation, et c'est une obligation de formation continue. C'est-à-dire, vous parliez avec votre invité à l'instant de la formation initiale avec des ingénieurs qui sont recrutés, etc. Mais tout au long de la vie professionnelle, l'employeur a l'obligation de s'assurer à la fois de l'évolution de la manière dont le travail de ses collaborateurs va se faire, mais également, et ça c'est plus subtil et les DRH souvent n'y pensent pas assez, de l'employabilité des collaborateurs. Pourquoi ? Parce que, et on le voit notamment à l'occasion de mise en œuvre de plans sociaux, ce qu'on va rechercher aussi, c'est de savoir si l'employeur a bien mis en place des processus de formation pour aider les salariés dont il va être amené à se séparer, et bien de retrouver un travail le plus rapidement possible. C'est un mot souvent un peu barbare, l'employabilité, c'est quoi ? C'est la capacité pour un salarié de pouvoir changer de métier, en fait. Exactement. On est d'accord. Exactement. Et on parlait ici, il y a quelques semaines, de transformation collective. Vous vous souvenez de ces plans de transformation collective ? Mais au niveau individuel aussi, il faut bien se préoccuper de l'employabilité des collaborateurs. Vous vouliez évoquer un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui est un arrêt important. Pourquoi il est important, cet arrêt ? En fait, c'est un arrêt qui est assez illustrant de la problématique que j'évoquais. Un salarié ouvrier agricole était depuis 15 ans au sein du même employeur. Son employeur le licencie pour motif économique pour des raisons qui lui sont propres. Et le salarié, pour des raisons qui lui sont propres, conteste le licenciement. Mais il conteste le motif du licenciement, mais il conteste également, enfin il critique aussi son employeur de ne pas l'avoir formé tout au long de ces 15 années de collaboration pour pouvoir retrouver un travail derrière. La Cour d'appel dit non, vous ne prouvez pas que vous avez demandé des formations et par ailleurs votre métier n'a pas évolué. Il s'agissait de cueillir des bananes, donc il n'y a pas beaucoup d'évolution technique pour aller cueillir des bananes. Et la Chambre sociale de la Cour de cassation, elle dit non, vous avez inversé la charge de la preuve. C'était à l'employeur de prouver qu'il s'était bien préoccupé de l'employabilité de ses salariés, notamment dans la perspective d'un licenciement pour motif économique. Oui, vous avez raison, parce que là c'est sur des emplois peu qualifiés, où l'argument de l'employeur dit mais qu'est-ce que vous voulez que je puisse former ce salarié puisqu'il fait un emploi répétitif, ça peut être mettre des caisses, ranger des choses. Non, l'employeur doit régulièrement dans les entretiens annuels, c'est dans cet espace-là, j'imagine. Exactement, il y a des clauses de rendez-vous assez régulières sur les salariés, donc ça se fait tous les ans, tous les 2 ans et tous les 6 ans. D'ailleurs, il y a une échéance là dans 10 jours pour l'entretien de carrière justement pour les salariés. Et c'est à ces moments-là qu'effectivement l'employeur doit se demander et demander à son collaborateur ce qu'il souhaite comme formation, mais également lui proposer des formations. Le salarié n'est pas obligé de les accepter. En revanche, l'employeur a l'obligation de les lui proposer. Et surtout d'avoir un document qui justifie bien qu'à un instant T, il a fait des propositions de formation. Il arrive, alors vous citez l'entreprise agricole de cet arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre sociale. C'est vrai que ça marche dans les grands
groupes, tout ça. On a des très grandes entreprises qui ont un service formation. Eh oui. J'allais dire tout roule. Évidemment. Dans les PME, il suffit d'y avoir travaillé quelques instants pour se rendre compte qu'il n'y a pas de formation. Mais vous avez tout à fait raison, Arnaud, et c'est vraiment la problématique principale. Dans les grands groupes, les DRH sont parfaitement alertés de cela. Ah oui. Et puis, ils ont des services formation, ils ont un budget formation Pas dédié, les etc. PME. Dans les PME, dans les TPE, évidemment, on ne s'en soucie pas et on s'en même préoccupe pas. L'essentiel, c'est travailler, c'est la production. Et souvent, malheureusement, et c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, en fait, à quel moment cela se matérialise? Eh bien, quand on est contraint de se séparer du collaborateur et que là, on se demande, mais en fait, tout au long de la collaboration, qu'est-ce que j'ai fait vis-à-vis de mon collaborateur pour éviter qu'il se retrouve trop longtemps à Pôle emploi? Avant de nous quitter, c'est quand même un point aussi très important pour les salariés cette fois-ci. Est-ce que l'employeur peut refuser des formations? C'est-à-dire qu'un salarié va faire toc-toc au bureau de la personne qui est censée gérer tout cela dans une petite entreprise. En général, le patron lui dit, écoute, je ne peux pas te libérer pour 15 jours de formation parce que si tu quittes ton poste, j'ai personne. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il peut refuser? Alors, ça dépend si la formation demandée se place sur le temps de travail du collaborateur ou en dehors du temps de travail du collaborateur. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça doit être le fruit vraiment d'un échange entre le collaborateur et son employeur pour savoir est-ce que la formation est pertinente pour le travail lui-même, auquel cas l'employeur peut, par les OPCO, avoir un cofinancement de la formation de ses collaborateurs, ou alors est-ce que c'est totalement annexe, j'allais dire ésotérique, mais accessoire par rapport à l'objet même de l'entreprise. Et dans ce cas-là, il va le faire en dehors de son temps de travail. Et donc, il ne peut pas lui refuser, en revanche, à condition que le salarié le prenne sur ses congés. On est d'accord? Oui, exactement. Il peut y avoir des congés de formation qui vont être mis en place, mais dans ce cas-là, ça sera un vrai congé. Mais l'employeur peut aussi refuser une première fois, je crois, ses congés de formation. Donc ça veut dire que ça repousse, quand on s'inscrit d'une année, sa possibilité de se former en espagnol, en anglais ou en chinois ou en mandarin. Oui. Les sanctions, il y a des sanctions prévues par la loi? Il y a les sanctions. En fait, il y a une indemnisation qui est prévue, alors qui est plutôt jurisprudentielle, pour ne pas avoir proposé cette formation, et notamment au moment du licenciement. En plus du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui est encouru le cas échéant par l'employeur, il peut y avoir une indemnisation spécifique pour ne pas avoir promu l'employabilité des collaborateurs. Donc, Étienne, ce que vous nous dites, c'est que là où ça bug et là où il y a conflit, c'est quand l'entreprise se sépare d'un collaborateur et que ce collaborateur s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas employable ailleurs et va se retourner contre l'entreprise pour dire mais vous ne m'avez pas donné la possibilité de rebondir. C'est ça C'est exactement ça. C'est à cet instant-là que ça... Exactement, c'est à cet instant-là que ça se cristallise. Il ne faut pas oublier non plus qu'on peut proposer des bilans de compétences aux collaborateurs pour voir aussi où il se positionne par rapport à son passé et à son avenir. Et puis, on a aussi une autre échéance au 30 juin, qui est celle de la conversion des reliquats d'heures de droit individuel à la formation en CPF. On a encore le temps. Hein, oui, il reste 10 jours pour créer son compte sur mon compte personnel. Et, CPF. Exactement. Numéro de sécu, par exemple, entre autres. Parce que sinon, on perd 1 800 €, il faut le redire. Oui, maximum, oui, tout à fait. Donc c'est important. Et puis ça permet aussi aux collaborateurs, notamment quand ils sont dans un bassin d'emploi qui est relativement sinistré, de s'ouvrir sur d'autres alternatives. Merci Étienne Pujol, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau, avocat en droit social au cabinet Berilo. On fait une petite pause, la pause café. Tiens, on ne parle pas de formation, mais est-ce que Fanny Griesmer, dans sa pause café, nous vend du rêve? Elle nous parle de la journée de 5 heures. Mais est-ce que c'est sérieux? Peut-être. On l'accueille. Fanny Griesmer, vous avez le sourire parce que c'est vrai que je vous ai un petit peu, dans le lancement, est-ce que Fanny Griesmer, dans cette pause café, nous vend du rêve? Oui ou non? Travailler 5 heures par jour. C'est vrai que tout le monde en rêve, ça. Tout le monde en rêve, mais pourquoi vous avez choisi de nous parler de cette journée, j'allais dire cette semaine, non, cette journée de 5 heures? Alors pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de la semaine de 4 jours. Bah oui. Où là, on va réduire le temps sur 4 jours sur 5, donc dégager une journée libre. Là, c'est 5 heures par jour sur 5 jours. Alors, l'idée, en réalité, n'est pas nouvelle, mais elle connaît aujourd'hui un petit regain d'intérêt face aux nouvelles exigences formulées par tous ces salariés après plusieurs mois où le télétravail s'est imposé comme étant la règle. Aux États-Unis, des entreprises ont tenté l'aventure des 5 heures quotidiennes sans réduction de salaire, je le précise, et il y a déjà quelques années de cela. Alors la formule semble assez séduisante sur le papier, pas mal, mais les résultats de ces expérimentations le sont un petit peu moins, ils sont en tout cas très nuancés. Concrètement, c'est une révolution? Ça serait une révolution? Ah oui, une petite révolution, hein, qui nous permettrait d'avoir davantage de temps libre avec une vie professionnelle condensée sur quelques heures seulement. Mais derrière ce concept novateur, il y a aussi et surtout l'idée selon laquelle nous ne serions en fait vraiment productifs que quelques heures par jour, 4, pas plus. Alors quand généralement
on a une journée de 8 heures, finalement, vous n'êtes productif que la moitié du temps. Une idée confortée par de nombreuses études qui démontrent que notre capacité de concentration n'est pas extensible et qu'elle tend même à se réduire au fil du temps. Au 19e siècle déjà, l'économiste et sociologue Vilfredo Pareto observait déjà que 80% des résultats obtenus au travail, qu'ils soient positifs ou négatifs, n'étaient issus que de 20% du travail fourni. C'est la fameuse loi des 80-20. Et c'est vrai que si l'on en croit les dernières études parues à ce sujet, l'Italien n'avait pas totalement tort. Selon une étude du cabinet Invitation Digital, au Royaume-Uni, les salariés estiment travailler en moyenne 2h53 par jour. C'est assez peu. 2h53, c'est-à-dire c'est le temps où on est archi concentré et qu'on produit quelque chose. C'est ça. Donc c'est finalement un peu grâce à ce modèle, à cette proposition, la fin du présentéisme. Exactement. Alors c'est vrai que sur une journée de travail, est-ce qu'on travaille réellement à plein régime 8 heures durant? Chaque heure passée devant l'écran de notre ordinateur est-elle vraiment productive? Ce sont des questions majeures. C'est vrai que la journée de 5 heures revient donc à compresser la journée de travail traditionnelle pour ne garder que le meilleur, c'est-à-dire les heures durant lesquelles nous sommes le plus performants et focus sur notre travail à 100%. Alors, à quoi ressemble une journée? On commence à quelle heure? On finit à quelle heure? Voilà. Alors, généralement, on commence à 8 heures. Et on finit à 13h. Ah oui. Donc on travaille le matin. À l'espagnol. C'est à cette heure-là qu'on est le plus productif. Mais qui dit compression dit concession. Et oui, réunion, pas plus de 15 minutes maximum. Pas de réseaux sociaux, seulement 2 visites sur sa boîte mail par jour, un smartphone stratégiquement rangé dans son sac pour ne pas le consulter. Et cela ne s'arrête pas là. Exit les pauses, notamment café, cigarette et même déjeuner. D'accord. Donc c'est. En fait, vous éliminez toutes les sources de distraction. Voilà. Pour se recentrer sur les tâches les plus pertinentes. Donc en fait, on va à l'intensité, c'est-à-dire qu'on donne le meilleur, la substantifique moelle du travail. Totalement. Comme disait Rabelais. Très très beau mot. Conditions drastiques pour optimiser la productivité des salariés. Alors c'est vrai qu'elles semblent effectivement porter leurs fruits. Pionnière en la matière, l'entreprise californienne Tower Paddleboard qui a mis en place cette stratégie en 2015 tout de même. D'après son PDG, les employés, motivés à l'idée de terminer tôt, ont mis les bouchées doubles, si bien que la première année, la société a enregistré une hausse de 50% de son chiffre d'affaires. Ils ont même travaillé plus au final. Mais bon, après l'entreprise Deschamps, c'est bien ça? Oui, 2 ans plus tard, l'entreprise a constaté un exode massif de ses salariés. Au total, 44% ça, c'est intéressant. Personnel est parti, ça fait beaucoup. Pourquoi? Alors, pour le PDG, ces départs sont liés au fait que, finalement, la culture d'entreprise s'est petit à petit rompue avec la mise en place de cette nouvelle manière de travailler, conditions de travail restrictives qui ont fini par devenir délétères. Oui, comment on entretient la loyauté, plus encore l'esprit d'équipe, lorsque vous n'avez pas le temps de bavarder, de prendre un café ensemble, finalement, il est difficile d'entretenir le lien social. Surtout, et ce n'est pas le moindre des paradoxes de ce modèle, la réduction du temps de travail aurait dopé le stress des employés. Plusieurs entreprises qui ont tenté l'expérience en sont arrivées à ce constat. Finalement, abattre 5 heures de temps, en 5 heures de temps, ce qu'on avait l'habitude de faire en près de 8, amène finalement les collaborateurs à se mettre davantage de pression. Au final, ce qui apparaît comme une petite révolution à la faveur d'un meilleur équilibre vie pro, vie perso, pourrait bien se révéler plus vicieux que vertueux. Preuve que le paradis peut vite virer au cauchemar et que l'on aurait surtout, et ça je tiens à le préciser, tort de négliger les bienfaits de la pause café. Parce qu'en 5 heures, si on supprime le pause café, vous ne parlez plus à vos collègues. Le small talk, vous n'avez plus le temps. Et finalement, vous n'êtes qu'une machine qui travaille pendant 5 heures, certes, mais voilà. Quelle tristesse de supprimer la pause café. Vous imaginez de plus voir Fanny Griesmer chaque jour? Ce serait terrible. Bien sûr, supprimer la pause café. Donc restons sur la journée de 8 heures, puisqu'en fait, c'est la durée légale du travail. On l'a déjà dit sur le plateau, mais finalement, ces temps de pause, ces temps libres favorisent la créativité, permet d'entretenir le lien social. Procrastiner, ça a du bon également. Et on a besoin finalement de ces petits temps d'échange pour entretenir l'esprit d'équipe et finalement la culture d'entreprise. Et je cherchais, pendant que vous faisiez votre chronique, ce film Une étrange affaire avec Michel Piccoli qui est passé hier sur C8, qui raconte la vie de ce nouveau patron qui vient diriger un nouveau centre commercial et qui va pousser ses salariés à travailler plus, qui vient un peu faire écho d'ailleurs à... Mais en tout autant de temps, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'en travaillant 8 heures, il les fait travailler 15 et c'est un film magnifique, joué par Piccoli notamment. Merci Fanny d'être venue sur le plateau. Rassurez-vous, demain il y a la pause café, on n'est pas passé à la journée de 5 heures. Donc on va retrouver Fanny Griesmer demain, évidemment.
Nous, pendant ce temps-là, on fait une petite pause. Bah oui, les pauses, c'est utile, Fanny nous dit. Bah, c'est aussi utile. On fait une courte pause et on va s'intéresser à l'agroalimentaire. On va recevoir la directrice talent et engagement du groupe Nestlé, qui est une marque mondialement connue, leader mondial. On va faire le point avec elle sur la marque employeur et sur cette campagne, évidemment, qui a pointé du doigt la qualité nutritionnelle des aliments qui viennent de l'agroalimentaire et pas seulement de Nestlé d'ailleurs. On fait le point avec elle, c'est dans quelques instants. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec un groupe que tout le monde connaît, la marque Nestlé, mondialement connue, directrice talent et engagement chez Nestlé. Maëlys Danet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et j'allais dire merci d'avoir maintenu votre présence sur le plateau, parce qu'on va parler de cette nouvelle marque employeur Place à l'action. On va parler de l'impact positif, de l'envie, parce que la marque employeur, c'est quoi d'ailleurs pour vous ? C'est quoi ? C'est donner une autre image de l'entreprise ? La marque employeur, c'est dire qui on est en tant qu'entreprise, en toute authenticité, et d'expliquer à l'externe quelles sont nos valeurs, comment fonctionne la culture de notre entreprise, quelles sont les offres qu'on peut apporter à de futurs collaborateurs pour leur donner envie de nous rejoindre. Et c'est pour ça qu'il s'agit, lorsqu'on construit une marque employeur, d'être le plus authentique et le plus transparent possible. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, vous avez bien sûr travaillé sur cette marque employeur, vous l'avez pilotée. Oui. Elle a eu lieu avant, j'allais dire qu'arrive, entre guillemets, le drame, cet article de presse, notamment de Financial Times, qui, dans un document interne, puisque c'est un document qui est issu de votre entreprise, qui indique que 60% des produits ne sont pas bons pour la santé. Et évidemment, cette marque employeur était sortie. Je fais juste un petit rappel. L'invité qui est venu sur ce plateau il y a quelques instants au début de l'émission nous disait les ingénieurs cherchent du sens, ils cherchent à travailler dans des métiers autour de la transformation, de l'écologie. Ça, c'est un vrai sujet de réflexion pour le groupe Nestlé, cette question-là. C'est-à-dire le fait que les électeurs, les citoyens, les ingénieurs et les cadres viennent vous voir et vous disent ouais, mais nous, on voudrait travailler dans une entreprise où on met du sens, où on fait des produits de qualité. Ça, c'est quelque chose qui vous interpelle. Et évidemment, et c'est ce à quoi on travaille, parce que justement, c'est précisément ce que dit notre marque employeur. Nous, ce qu'on promet et ce qu'on propose à nos candidats, c'est de pouvoir avoir un impact et c'est de pouvoir mener des actions concrètes et positives, que ce soit pour nos consommateurs, pour toujours améliorer nos profils nutritionnels, pour nos agriculteurs qui produisent nos matières premières, pour l'environnement, pour la société en général. Et donc, on attire des personnes pour qui les enjeux sociaux, environnementaux sont une préoccupation et qui ont envie, avec nous, de faire bouger les lignes pour améliorer et inventer l'alimentation de demain et pour améliorer le quotidien des Français. Je précise, Nestlé, c'est une marque qui apparaît sous la marque Nestlé, mais il y a plein d'autres marques, évidemment, puisque c'est une marque chapeau. Oui. On peut en citer quelques-unes. Quelles sont les marques que vous proposez ? Alors, on a une 50aine de marques. Alors, je peux vous citer le café, Nescafé, Nespresso, les eaux. Je peux vous citer Vittel, Perrier. Je peux vous citer les céréales, bien sûr, les Lions. Je peux vous citer la confiserie, le Kit Kat. Je peux vous citer l'alimentation animale, Purina. La santé avec Nestlé Health Science. Voilà, je peux vous citer tous ces produits-là. Maëlys Danet, vous êtes rentrée à quel moment, vous, chez Nestlé ? Comment s'est passée votre rencontre avec cette entreprise ? Parce qu'il y a cette question qui est posée à ceux qui nous regardent et qui sont ingénieurs, qui sortent d'une grande école de commerce et qui se disent je préfère partir dans une ONG qui va ramasser le plastique dans la mer, inventer quelque chose, que d'aller chez Nestlé. Est-ce que ça, vous l'entendez ? Bien sûr, on l'entend. Alors moi, ça fait 10 ans que je suis chez Nestlé et la longévité dans cette entreprise... Oui, c'est ce que j'ai vu. Les gens sont fiers d'y être. Ouais. Justement, c'est que nos collaborateurs sont hyper fiers d'être chez Nestlé. On a une récente enquête qui a permis de dire 87% de nos salariés ont déclaré être super fiers de travailler chez Nestlé. Donc ça, pour nous, c'est une preuve concrète de cela. Et je crois surtout qu'aujourd'hui, les jeunes ingénieurs ou les ingénieurs tout court... Il y a de la R&D, il faut le préciser. Exactement. Il y a de la recherche chez Nestlé. Qui cherchent à travailler en marketing, en vente, peu importe, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Je crois qu'ils sont surtout à la recherche d'une expérience. Ils sont effectivement à la recherche de travailler pour des entreprises ou pour des ONG. L'important, c'est que ces entreprises s'engagent et qu'elles passent vraiment aux actes. Et c'est d'ailleurs tout le propos de notre marque employeur, c'est de dire à nos candidats, rejoignez-nous pour passer à l'action. Alors, passer à l'action...
une des actions concrètes à impact positif, ça c'est dans le communiqué de presse. Chaque jour, Nestlé en France cherche à aller plus loin dans l'alimentation de demain pour améliorer le quotidien des Français. Le sourcing, alors évidemment, ce n'est pas l'engagement et les talents, mais forcément, quand un candidat de talent s'assoit dans un bureau et du DRH, évidemment qu'il est allé voir ces articles, évidemment qu'il a lu tout cela, et évidemment, il vous challenge. Bien sûr. Améliorer l'alimentation, sourcing français, qualité des produits, moins de pesticides. Quelles sont les réflexions que mène le groupe Nestlé sur ces questions? Parce que les candidats vous la posent, cette question. Bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons bien sûr à sans cesse améliorer le profil nutritionnel de nos produits pour qu'il y ait moins de sel, moins de sucre, moins de gras. Et en 5 ans, par exemple, on a reformulé 40% de nos recettes. Aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup à des sujets de transparence vis-à-vis de nos consommateurs, parce que c'est comme ça que se crée la relation de confiance, et c'est pareil avec les candidats. Et je peux vous dire par exemple qu'à la fin de l'année, on aura 100% des produits de notre portefeuille qui se verront apposer le Nutri-Score, et 60% auront un score A ou B. Ça, c'est une information, c'est important de le savoir. Donc de gros efforts de fait sur la qualité nutritive et surtout nutritionnelle des aliments. Exactement. Et puis on a évidemment de vrais enjeux climatiques. On a une vraie feuille de route climatique avec des engagements de zéro neutralité carbone à horizon 2050 et d'avoir 100% de nos packaging recyclables ou réutilisables à horizon 2025. Donc c'est en ça qu'on cherche à attirer des candidats qui ont envie d'avoir de l'impact, qui ont envie de faire bouger les lignes avec nous pour inventer l'alimentation de demain. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire sur ce plateau qu'il y a eu cette volonté de transformer la marque employeur. Elle a été créée bien avant. Je veux le préciser parce qu'il ne faut pas croire que cette marque employeur est née par un à-coup lié à cette campagne de presse. Elle a été créée avant et est arrivée ensuite ces campagnes de presse. Donc vous aviez déjà intégré l'idée de se transformer. Vous nous dites sur ce plateau que tous les jeunes qui veulent faire bouger les lignes, tous ceux qui ont du talent, sont les bienvenus chez Nestlé. Ils vous challengent en quelque sorte. Pas que les jeunes. Les jeunes et les moins jeunes, évidemment. Moi, je tiens à le dire. Il y a des plus de 50 ans. On est une entreprise 42 ans d'âge moyen. On pense que le talent, il n'a pas de genre, il n'a pas d'âge, il n'a pas d'origine sociale. Donc c'est les jeunes et les moins jeunes. Et bien sûr que c'est important de se faire challenger, parce que si vous vous faites challenger par des collaborateurs engagés, alors vous faites encore plus bouger les lignes. Donc évidemment qu'on apprécie de se faire challenger. Mais Élise Danet, ça fait 10 ans que vous êtes chez Nestlé. Quand vous avez une campagne qui vous arrive d'abord du Financial Times, puis ensuite de la presse européenne et française, ça fait mal quand on est attaché à son entreprise. On se dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, c'est une forme de lanceur d'alerte à l'intérieur qui vous challenge. Ce n'est pas un journaliste qui fait l'article, c'est quelqu'un de chez vous. Moi, ce que je retiens, c'est que, et je vous l'ai dit, on a 87% de nos collaborateurs qui disent qu'ils sont fiers de travailler chez Nestlé. C'est ça que je veux célébrer aujourd'hui. C'est des collaborateurs engagés. Ce qu'on veut dire à travers notre marque employeur, c'est justement avant d'être une marque, on est une entreprise. On a 10 000 collaborateurs qui sont super engagés derrière l'entreprise. 18 usines, on ne l'a pas dit. On a 18 usines, on a 4 centres de R&D. On est le premier employeur industriel dans les Hauts-de-France. On a un nouveau siège social, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu reprendre la parole. Un siège social qui, pour la première fois, réunit l'ensemble de nos business en un seul et même endroit. Sur le même site. Les sièges sociaux étaient un petit peu répartis sur toute la région parisienne. Donc c'est un site qui est magnifique, qui vient célébrer aussi le collectif chez Nestlé, où on rentre dans un business, le café, les eaux, mais on rentre aussi dans un seul et même grand groupe avec les mêmes ambitions d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain. Et ce bâtiment, c'est ça qu'il vient incarner. Et donc les échanges vont être super augmenter, puisque toutes les catégories désormais peuvent se parler sur un bâtiment ultra connecté qui offre une vraie qualité de service à nos collaborateurs. On va parler de votre stratégie pour toucher les millennials, on en parle beaucoup. Alors c'est cette nouvelle génération très connectée, parce que ça c'est important, vous cherchez à les attirer. Est-ce que le mot agroalimentaire, est-ce que c'est un gros mot ? Est-ce qu'on l'utilise ce mot ? Est-ce qu'il vous plaît ce mot, vous ? Agroalimentaire. Parce que il est souvent dévoyé. Vous avez vu les résultats des dernières élections régionales. Et la poussée écologiste, ce sont des gens, lorsqu'ils utilisent le mot agroalimentaire, c'est presque un gros mot dans leur bouche.
Moi, ce que je sais, c'est que l'agroalimentaire, on a vu que dans la crise précédente, maintenir la chaîne alimentaire des Français, je pense que nourrir, ça a été un enjeu majeur et que des grandes sociétés d'agroalimentaire qui ont pu contribuer à cette chaîne, justement, et à maintenir la chaîne alimentaire, elles ont joué un rôle majeur. Donc, je pense que c'est tout sauf un gros mot. Donc, il faut revaloriser ce mot, parce que vous nous dites de l'intérieur, on réaméliore nos travaux. On travaille sur la R&D, parce que j'imagine que vos ingénieurs, vos chercheurs travaillent pour améliorer la qualité tout en gardant le goût, parce qu'il faut le dire de manière absolument horrible, mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, qui sont très très bonnes à croquer. C'est difficile ça. Une espèce de grand écart entre le plaisir gustatif et le fait qu'on sait qu'on ne mange pas un très bon produit. Il faut l'avouer, ça, de manière très simple. Oui, et de manière très simple, notre rôle aussi, c'est d'accompagner les consommateurs justement à mieux consommer, à consommer avec modération. C'est pour ça aussi que sur nos packaging, on explique en toute transparence les profils nutritionnels pour donner les conseils, des bonnes portions, etc. Donc c'est l'important, c'est la transparence, exactement ce qu'on a voulu faire en parlant de nous en tant qu'entreprise. Vous nous avez dit quand même que là, sur plus de 80% de vos produits auront le Nutri-Score, parce que le Nutri-Score, rappelons-le, c'est 100% de vos produits, hein, c'est 100%, vous avez bien raison de le reprendre. Qui se verront apposer le Nutri-Score à la fin de l'année 2020. Donc vous assumez cette nomenclature qui a été d'ailleurs très longue à mettre en place, parce que personne n'était vraiment d'accord sur ce qu'on y mettait. Ce qui est important là, c'est l'avenir. Je leur dis, il y a à la fois votre volonté de transformation, il y a cette campagne de presse qui, d'une manière incidente, vous challenge. Nestlé, dans 10 ans, c'est quoi? Comment vous vous projetez, vous? Alors, vous et votre groupe, même si vous n'êtes pas le PDG. Alors, moi, je ne suis effectivement pas le PDG. Je m'adresse à vous en tant que directrice talent. Nous, dans 10 ans, c'est simple, on veut continuer d'être l'employeur préféré dans le monde de l'agroalimentaire et être un vrai employeur de référence. Ça, pour nous, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on veut prendre la parole. C'est pour ça qu'on veut attirer les meilleurs talents. Et si on veut inventer l'alimentation de demain, il faut chercher des talents et sans cesse essayer d'attirer des talents qui ont envie de faire bouger les lignes avec nous. Tiens, parlons-en des talents, puisqu'on avait une entreprise qui recrute 1000 ingénieurs, 150 alternants chez les ingénieurs. Qu'est-ce que vous recherchez en ce moment? Quels sont les talents que vous recherchez? Et de quoi Nestlé a-t-il besoin? Qu'est-ce que vous cherchez? Alors aujourd'hui, on recrute dans tous les métiers. On a à peu près actuellement 150 postes ouverts. Donc on recrute énormément sur des fonctions techniques, c'est-à-dire notamment pour nos sites de production, que ce soit des métiers dans la production, dans la maintenance, dans la qualité. On recrute énormément aussi dans des métiers de vente et de marketing. Et on recrute aussi dans des métiers fonctions support, donc forcément finance, achat, ressources humaines, donc de bac à bac plus 5 sur tous nos sites de production. Et on a pris des vrais engagements en matière d'emploi et d'employabilité pour les jeunes. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Absolument. Sujet sur lequel le groupe Nestlé est engagé depuis des années, et ce, bien avant le contexte que subissent les jeunes aujourd'hui. En 2013, on avait lancé un programme qui était européen, qui est devenu mondial, qui s'appelle Nestlé Needs Youth, avec 3 piliers, qui est celui de prendre des engagements d'embauche de CDI, CDD. Donc, en l'occurrence, pour la France, on s'est engagé à horizon 2025 à recruter 1600 jeunes en CDI ou CDD. Le deuxième pilier, c'est qu'on s'est engagé autour de la formation des jeunes. Donc, on s'engage à recruter en moyenne 750 stagiaires et alternants chaque année. Et puis, le sur troisième toute la France, il faut être précis. C'est pas que sur le très beau siège social. Sur toute la France, bien sûr. Et puis, le troisième pilier, c'est qu'on joue notre part aussi en tant qu'entreprise pour aider les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont dans les collèges et les lycées, à connaître un petit peu mieux le monde du travail et à persévérer scolairement et à pas décrocher. Donc nos collaborateurs, notamment dans le cadre d'un programme d'engagement solidaire, s'engagent auprès de nos associations partenaires pour intervenir dans les écoles pour lutter contre le décrochage scolaire, pour tutorer et mentorer des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et pour faire accueillir des jeunes de troisième dans notre entreprise partout en France pour leur donner envie de choisir un métier et de persévérer scolairement. Le bio et la grande distrib avant de nous quitter, parce que là aussi, je suis un jeune candidat, je suis un talent de plus de 45 ans, comme vous l'avez remarqué, et je pousse la porte de Nestlé. Nous sommes ensemble dans votre bureau et je vous dis, mais le bio, pourquoi vous n'en parlez pas plus ?
Alors le bio, on en parle, et le bio, notre portefeuille, tout notre portefeuille comprend du bio, et notamment sur des boissons végétales qu'on est en train de lancer, ou sur des burgers végétaux. Donc oui, toute notre gamme de ça c'est intéressant, c'est une évolution quand même de Nestlé, ça, tous ces sujets-là. C'est une accélération, c'est vraiment des sujets qu'on avait il y a des années travaillé. On fait beaucoup de R&D, comme vous le dites, pour améliorer la qualité de nos produits, pour améliorer le quotidien des Français. Donc oui, ce sont des vraies préoccupations. Avant de nous quitter, il y a eu un vrai sujet, le monde agricole, et on évoquait avec Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, il y a quelques semaines sur ce plateau, souffre de ne pas être rémunéré pour le travail qu'il fournit. En un mot, il vend des produits, parfois à perte, malgré la loi Egalim. Comment vous vous situez dans cette chaîne de négociation? Il y a la grande distribution, il y a vous, qui évidemment, le sourcing, vous allez vous fournir évidemment dans le monde agricole. Comment ça se passe, cette relation avec le monde agricole? Pour ceux qui sont embauchés dans votre entreprise et qui vous dites, vous serez en égo, quoi. Il va falloir négocier avec eux. Bien sûr. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que chez Nestlé en France, on a plus de 70% de nos matières premières qui sont produites en France. Donc, on a un vrai impact avec un travail en étroite collaboration avec plus de 1500 agriculteurs. Et c'est pour ça qu'on cherche effectivement à attirer des talents pour continuer à faire ce travail en local. Avant de nous quitter, là aussi, c'est un sujet d'engagement de l'entreprise et des collaborateurs qui vont rentrer dans votre groupe parce qu'ils y croient, parce que vous avez réussi à les attirer aujourd'hui en leur parlant de votre entreprise avec passion. La relation avec la grande distribution, ça dit quoi? Est-ce que c'est compliqué en ce moment pour les industriels? Parce que vous fournissez une grande partie des rayons de la grande distribution. Alors moi, je vais vous parler d'un exemple RH, puisque je suis là pour vous parler d'un exemple RH. Un bel exemple RH qui est l'apprenti swap qu'on a créé et qu'on a mis en place avec Auchan, par exemple, un de nos partenaires. Comme je vous disais, on est très engagé pour la jeunesse, on est très engagé à travers l'alternance. Et on a imaginé de proposer à des apprentis, je vais vous prendre l'exemple de Sophie et de Karim. Sophie et Karim cherchent une alternance et ils aimeraient avoir 2 ans d'alternance dès le départ, être sécurisés. Ils cherchent un employeur. Et ils cherchent un employeur. Et on va leur proposer de ne pas avoir non seulement 1, mais 2 employeurs. Sophie va rentrer en marketing la première année chez Nestlé pour rejoindre Auchan la 2e année, tandis que Karim va arriver chez Auchan en marketing la première année. Une année chacun. Et va switcher chez Nestlé. Donc ça, moi, je trouve que c'est un très beau partenariat dont on est hyper fiers. On fait ça aussi avec d'autres entreprises qui sont membres de l'Alliance pour la jeunesse qu'on a créée. L'intérêt pour vous, c'est quoi? L'intérêt pour les jeunes. C'est la première préoccupation qu'on a, c'est de leur donner une sécurité. Vous avez envie d'avoir 2 employeurs dès le départ. Vous commencez par un contrat où vous savez que pour 2 ans, vous êtes sécurisé. Ça, c'est le premier sujet. Diversité. Vous avez une double employabilité, puisque vous avez 2 expériences dans 2 grands groupes. Vous avez du coup une double chance de trouver un travail beaucoup plus vite. Et pour nous, vous dites il faut être challengé. Eh ben, on intègre des collaborateurs qui ont des vraies expériences dans des grands groupes et qui peuvent aussi nous challenger. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant et on est très fiers de ça. Donc cet échange avec notamment un très grand groupe de grande distribution. Malice Danet, juste un mot, directrice talent engagement chez Nestlé. Vous êtes la DRH? On peut... Non, je ne suis pas la DRH. Ça se situe comment dans l'organigramme? Alors, on est un centre de compétences, la direction talent et engagement. On est une équipe de 30 collaborateurs et on preste pour l'ensemble des business. Nos clients internes, ce sont les business et ce sont les DRH, justement. On recrute pour eux, on forme pour eux, on fait de la gestion des talents et de la mobilité pour eux. Et puis, on a créé, il y a 2 ans, un pôle expérience collaborateur où, pour eux, on met en place des dispositifs d'engagement pour permettre à nos collaborateurs, justement, d'aller au-delà de leur simple contribution à leur contrat de travail, mais de pouvoir s'engager avec nous. Et on est très fiers, par exemple, d'avoir monté récemment une communauté qui s'appelle le Nestlé Think Youth, où ce sont des jeunes, 26 jeunes, qui viennent travailler aux enjeux RSE de l'entreprise et qui font partie du comité exécutif RSE et qui viennent challenger et faire des propositions et challenger les orientations stratégiques de la direction. Et c'est à ces jeunes qu'on propose de prendre part aux décisions et de venir nous challenger. Vous voyez, ça sera le mot qui nous aura reliés, challenger.
la transformation d'une entreprise à travers sa marque employeur que vous êtes venu nous présenter. Merci Maëlys Danet, directrice talent et engagement. Il y a les millennials, parce que ça c'est important, vous les recherchez, les talents, mais aussi les plus de 50 ans, parce que vous cherchez évidemment des talents. Vous êtes le leader mondial, rappelons-le, Nestlé, c'est 10 000 collaborateurs. Et puis il y a ce nouveau siège que vous évoquiez tout à l'heure qui réunit l'ensemble des business pour créer une cohérence de groupe et d'action. Et donc de transformation. Merci d'être venu sur notre plateau. Malgré le contexte, je voulais vraiment vous remercier d'être venu répondre à toutes mes questions et en toute transparence. Merci à vous. On termine l'émission avec Fenêtre sur l'emploi. Ça va peut-être intéresser la directrice talent et engagement. On va parler avec un directeur pédagogique de 1000 formats pour booster votre envie d'entreprendre, booster votre quotidien. Vous allez voir, c'est très dynamique. Merci. Et Fenêtre sur l'emploi, c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle de conférences pour booster ses projets entrepreneuriaux et puis son quotidien aussi. On en parle avec William Berdugo. Bonjour William. Bonjour. Comment allez-vous ? Très très bien et vous ? Moi je vais très très bien parce qu'on va se booster mutuellement comme on vient de se booster dans l'interview. Fondateur, directeur pédagogique de 1000 formats. D'abord ça commence en 2018 avec votre sœur, je dis pas de... Avec mon frère. Votre frère. C'est toujours une histoire de famille. De famille parce que 1000 formats Days, on verra après, c'est avec ma sœur, mais effectivement 1000 formats, c'est avec mon frère. Et ensuite, ce que vous allez nous présenter aujourd'hui, c'est avec votre sœur, on est d'accord ? Vous travaillez en famille. C'est quoi 1000 formats ? C'est un centre de formation avec des formateurs. Quelle était l'origine de l'idée de 1000 formats ? 1000 formats, c'est un organisme de formation professionnelle et on s'est spécialisé dans la levée en compétences des entreprises. Alors voilà, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler du CPF. Nous, on est un peu sur un autre marché, le marché du B2B. Donc on aide les entreprises à concevoir leur stratégie de levée en compétences. Ça passe par participer à des brainstorming, à des audits avec eux et in fine, on conçoit des programmes de formation et des supports de cours sur mesure à chaque fois. Le but étant vraiment de livrer une brique de compétences sur mesure qui va s'encastrer dans le besoin de l'entreprise. Donc ça vous oblige à avoir un travail très fin de dentelle autour de la demande du client. Hein. Ce n'est pas de la formation clé en main qui arrive. Alors, vous êtes venu aujourd'hui nous parler d'une autre aventure, parce que celle-ci, elle est importante. C'est le 24 juin, notez-le sur vos agendas, le 1000 formats Days. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est l'idée ? Quel est l'esprit qui habite ce 1000 formats Days ? Yes, alors... Les 1000 formats Days, avant tout, c'est notre première soirée masterclass. Il y aura 7 intervenants issus d'écosystèmes complètement différents. C'est vraiment ce mot multi-écosystème que je trouve... Visio ou présentiel ? Parce qu'on est à cheval. Visio, en live, en direct. L'événement est totalement gratuit. C'est très important. Bien sûr. Et également la possibilité d'interagir avec une table ronde à la fin, donc préparez toutes vos questions. Ils seront là pour répondre. 1000 formats Days, c'est quoi le profil ? Parce que c'est le casting qui est important des intervenants. C'est des personnes qui sont engageantes, qui ont réussi leur vie. C'est quoi les profils des personnes qui vont se présenter ? Alors, il y a 2 parties. Il y a une première partie qu'on pourrait appeler inspirationnelle, avec Bertrand Perrier, qui est un grand avocat très reconnu, qui est enseignant dans l'art oratoire. Abdoulaye Fadiga, qui est un multiple champion du monde de boxe, et Léo Lassudrie, que je salue, et qu'on salue, que tient à cœur, qui a eu un accident de motocross il y a 1 an, jour pour jour hier. Et qui sera présent le 24. Qui sera présent, qui a fini paraplégique et qui a réussi à remarcher en l'espace de 6 mois. Et qui va nous faire toute une masterclass autour de l'art de la persévérance et comment c'est de transmettre une partie de son mental qui lui a permis de se relever, de remarcher. Donc c'est un peu tout ce pan motivation. Et après, la technologie, donc l'intelligence artificielle avec Randindi, la cybersécurité avec Mathieu Pasquini. Je ne sais pas s'il faut les présenter, mais... Oui, c'est intéressant parce que ça donne aussi envie aux gens de se présenter et de s'inscrire. Parce que donc, pour chacun d'entre eux, il y a une thématique, ils portent un message. Parce qu'il y a la notion de résilience, de combat. L'avocat, c'est quoi ? C'est l'éloquence, c'est la capacité à convaincre ? Exactement, c'est l'éloquence, la capacité à convaincre. Alors, Bertrand Perrier, vous avez pu le voir dans le film... à voix haute. Oui, il était notre invité d'ailleurs, Bertrand Perrier. Il est venu sur notre plateau. Ah oui. Qui a sorti un livre d'ailleurs éminent sur l'art oratoire, on est d'accord.
Donc lui viendra expliquer finalement la manière dont on transmet. Exactement. Après, le but ultime serait que, au cours de cet événement, susciter cette étincelle, cet élément déclencheur d'une future vocation, d'une future passion. Bon, ça c'est. Mais ça, c'est une nouvelle étape dans votre histoire. 1000 formats, on l'a compris, c'est un centre de formation qui adapte des formations. Pourquoi avoir créé cette nouvelle brique, la vôtre, 1000 formats Day? C'est quoi l'intérêt pour vous là? L'entrepreneuriat, souvent, c'est des histoires qui, finalement, quand on les raconte, sont beaucoup moins prenantes que ça. En fait, on voulait organiser des conférences avec nos clients, puis finalement, à force de brainstormer, on s'est dit pourquoi pas faire un truc plus gros. Et puis, je m'entends super bien avec l'espace de coworking Startway qui nous accueille, qui nous dit attendez, nous, là, on a tout un étage vide, si vous voulez, on vous met à disposition. Et puis, en fil en aiguille, ça s'est retrouvé comme ça. Et puis, souvent, les histoires sont comme ça, quoi. Ceux qui s'inscrivent, c'est qui? Vous cherchez qui? Tout le monde? Tout le monde. Entrepreneurs, étudiants, salariés. Voilà, chacun y trouvera son compte. C'est un tour du monde des connaissances. Voilà, Juste avant de nous quitter, c'est important que vous le développiez un peu. C'est quand même un format interactif parce que souvent c'est très descendant. On écoute une conférence, elle est passionnante ou elle l'est moyennement d'ailleurs, mais là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir s'exprimer. Si je m'inscris chez vous, là, au 1000 Formats Day, je peux m'exprimer. On ne sera pas dans un schéma top-down, comme vous venez de le dire. On sera dans un schéma où il y aura un chat en continu avec la possibilité d'interagir. On va noter toutes les questions et à la fin, il y aura une grande table ronde où il y aura des va-et-vient. Où est-ce qu'on va si on veut s'inscrire? Alors, 1000formatdays.fr, mais pas de panique. Pas de panique. Vous allez sur surtout pas de panique. Vous allez sur mfd.live, un nom de domaine que j'ai pris exprès il y a 7 minutes que je me suis dit mais 1000 formats Days. Il a peu dormi, vous voyez, il s'est concentré avant de venir à l'émission. Parce que 1000 il n'y a pas de E format, il n'y a pas de T. Exact. Donc c'est horrible. Alors du coup mfd.live, il y a une redirection et vous tombez tout de suite sur le site. On clique et on ouvre. Et là il y a l'Eventbrite où vous pouvez vous inscrire. Vous allez vous faire. Il y aura 3-4 mails de la journée du 24 pour vous rappeler. Puis il y a également l'event LinkedIn qui a pas mal marché. On a un petit peu moins de 600 participants. Très bien. Écoutez, pour une première... C'est très très bien. Et ça, c'est fait avec votre sœur, pour finir le panorama familial. Le frère au départ et la sœur là, sur le 1000 Days. Ma sœur qui est coach dans la prise de parole, qui entraîne des jeunes à passer des concours, notamment pour Sciences Po, pour HEC, et qui a coaché tous les intervenants. Bon, écoutez, on vous souhaite bon vent. C'est le 24, c'est à quelle heure? C'est à 18h30. 18h30. Donc allez sur MFD, on est bien d'accord, .live.fr. Ça, c'est le nom de domaine qu'a déposé William. Mais il n'y a pas .fr. Ah, .live, ça y est, je commence à dire n'importe quoi. mfd.live. Et c'est William Berdugo qui a créé ce nom de domaine. Et vous serez ensuite aiguillé. Déjà 600 inscrits. Et vous avez encore le temps, puisque le 24, c'est que dans quelques jours. C'est jeudi, je me semble-t-il. Donc vous avez encore toute la semaine. C'est ça. On réserve plein de surprises au mois de septembre. On a l'intention de monter une plateforme gratuite en accès libre de masterclass. On en reparlera. Mais... Très bien. Merci William Berdugo, fondateur, directeur pédagogique de 1000 formats, 1000 sans E, format santé. Pour ceux qui chercheraient à bien écrire l'orthographe, là, il n'y a pas de T, il n'y a pas de merci à vous. Et le 1000 formats Day, c'est le 24. C'est la fin de notre émission. Merci à vous qui nous regardez et qui êtes fidèles et qui réagissez sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe, Fanny Griesmer, Pauline Gratel. Merci à Romain Luc pour la réalisation. Merci à Justine au son. Merci à Louison pour l'accueil invité. Merci pour votre fidélité. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.